Bonjour, bienvenue à Regard sur les technologies d'intervention en dépendance. On vous propose un dossier de 5 épisodes qui explore ce qui se fait au Québec au niveau des interventions de prévention et de réadaptation avec les nouvelles technologies dans le milieu de la dépendance, avec ou sans substance. L'intervention à l'aide des nouvelles technologies est un sujet qui suscite l'intérêt de l'équipe de recherche Hermès, l'Institut universitaire sur les dépendances, l'Association des intervenants en dépendance du Québec et l'Association québécoise des centres d'intervention en dépendance. Réunis au printemps 2021 lors d'un symposium sur le sujet, ils ont eu envie de poursuivre la réflexion en proposant ce dossier de balado. Dans cet épisode, nous nous intéresserons au clavardage par ordinateur, au texto et au forum de discussion. Mathieu Goyette, sexologue clinicien-chercheur à l'Université du Québec à Montréal, nous explique les fonctions du clavardage dans l'intervention en dépendance dans le secteur public et le réseau communautaire. Si le texto est fait pour prévoir des rendez-vous, gérer un horaire de téléconsultation, il s'inscrit au même titre qu'un téléphone dans ce qu'on pourrait appeler la gestion du client puis des effectifs de thérapie, tout ça va se faire dans cette lignée-là. Si le texto s'inscrit comme une intervention en soi, donc il n'y a pas nécessairement de contact avec le thérapeute ou de façon très, très, très ponctuelle, puis on le considère comme un objet de traitement, mais là, à ce moment-là, c'est vraiment dans l'idée d'un clavardage, une intervention par clavardage. Est-ce que le clavardage et le texto sont beaucoup utilisés en intervention? À ma connaissance, les milieux publics utilisent très peu le texto, notamment parce que les balises et les normes de pratique limitent leur utilisation ou à tout le moins ne leur permettent pas d'en faire quelque chose d'intéressant. Donc, généralement, ces personnes-là vont plus se limiter à des interventions qui vont être d'utiliser le texto uniquement pour prévoir des rendez-vous. Il faut comprendre également que pour faire du texto, il faut avoir un téléphone intelligent. Il faut avoir un téléphone intelligent fourni par l'employeur, généralement dans un service public. Donc, ça vient complexifier aussi la donne, non seulement au niveau est-ce que je me sens à l'aise de le faire, mais est-ce que je peux le faire au niveau des normes et au niveau du matériel précis. Dans le milieu communautaire, le texto va être vraiment plus mis de l'avant. Il y a plus une tradition aussi d'intervention de proximité, moins parfaite, moins balisée, mais davantage adaptée aux clients. Et on sait que pour rejoindre les jeunes, le texto devient aussi une nouvelle façon de faire de l'intervention qui est davantage priorisée, particulièrement pour entrer en contact avec les services, pour faire des interventions brèves, précoces. Ça peut être fort utile pour cette clientèle-là. Pour ma part, dans un contexte de suivi infirmier en clinique TAO, j'ai eu la chance d'avoir accès à un téléphone intelligent au travail et de pouvoir réaliser des interventions par clavardage. Ce mode de communication a permis de maintenir le lien avec Madison pendant plus de 3 ans. Je suis convaincue que sans ce mode d'intervention, je l'aurais perdu de vue. On l'écoute nous faire part de ce que le clavardage lui a apporté. Depuis 2013, en fond, j'ai eu un accident d'auto, puis j'ai comme développé une espèce de peur, d'angoisse de parler au téléphone. C'est pour ça que j'ai plus de facilité à communiquer par texte que par téléphone. C'est ça. Par téléphone, je peux passer une semaine à essayer de rejoindre quelqu'un. Puis on s'entretombe sur notre boîte vocale, comme. Par message texte, c'est moins compliqué. J'aime ça quand c'est efficace puis que c'est pas long. Ça me permettait quand même de pouvoir exprimer ce qui se passait sur le moment. Puis même, tu sais, je savais que tu peux pas me répondre tout de suite, là. Mais à base, oui, ça faisait du bien, même si tu pouvais pas me répondre tout de suite. Puis aussi, dans un autre sens, peut-être que aussi ça te permettait mieux de voir comment que je passais mes moments, là. C'est un peu niaiseux, là, quand on parle à voix haute ou qu'on se parle tout seul, ou en tout cas, peu importe. C'est plus facile de prendre conscience comme du problème, puis la source du problème aussi.
c'est plus facile de passer à travers. Myriam Foisy, ergothérapeute à la clinique des toxicomanies du CHUM, utilise les écrits par clavardage comme outil thérapeutique dans un contexte moins chargé émotionnellement, avec un recul, et ce, tant pour la personne que pour l'intervenant. On l'écoute à ce sujet. Je crois que ça favorise le développement des habiletés sociales parce que les écrits restent. Fait que quand, par exemple, il y a une défense primitive qui est mise de l'avant par une personne qui a un trouble de la personnalité, si ça avait été juste comme oral, comme au téléphone, après ça, de revenir sur la situation, ben, c'est plus difficile parce que nos perceptions sont biaisées par nos émotions ou par les diagnostics. Le fait que ça soit par écrit, on peut revenir sur la discussion, revenir sur l'échange, réfléchir à c'est quoi les besoins qui étaient sous-jacents à l'émotion qui a mené à ce genre de commentaires, quelle autre façon aurait pu être utilisée pour communiquer de manière non violente, puis on peut même se pratiquer à faire une mise en situation puis à recréer cette discussion-là qu'on a eue à l'écrit pour développer des nouvelles modalités de communication. Passons au réseau communautaire où le clavardage est une pratique plus commune. Nous allons d'abord entendre Abenali, spécialiste de l'intervention web de l'organisme Réseau qui œuvre dans la santé et le mieux-être des hommes gays et bisexuels, cis et trans. L'intervention web peut se faire par l'entremise du site Internet de Réseau, par Facebook, Instagram ou encore par les applications et sites de rencontres. On l'écoute nous parler de ses responsabilités ainsi que des avantages et des limites de l'intervention par clavardage. Ma responsabilité, c'est de l'intervention. Je me présente comme intervenante réseau. Et ma responsabilité, c'est de prendre les messages, d'écouter les personnes, de poser des questions pour comprendre leurs besoins, de les référer, vers différents services, des cliniques de dépistage. Parfois, je réfère certaines personnes avec des problèmes de dépendance vers des fraternités anonymes, des centres de réhabilitation à la dépendance, des choses comme ça, ou tout simplement référer les personnes pour faire des suivis à l'interne avec d'autres intervenantes. Ça m'arrive d'en faire, mais étant donné que ma spécialité, c'est vraiment l'intervention web, c'est plutôt rare que je fasse un suivi en personne ou par Zoom avec une personne, à moins d'avoir développé une certaine relation, avec des personnes avec qui je vais échanger pendant un certain temps, etc. C'est plus facile pour moi de faire le suivi avec ces personnes-là que de les référer à quelqu'un d'autre. Les personnes qui vont nous contacter n'ont pas à se divulguer. Tu peux nous contacter sur le web à n'importe quel moment de la journée. Ça arrive, il y a des personnes qui nous écrivent à 2h, 3h, 4h du matin, C'est sûr et certain qu'on n'est pas un service en intervention de crise, donc on ne répond pas automatiquement, mais au moins la personne a cette possibilité-là. Si à 3h ou 4h du matin, elle sent comme quoi elle a besoin de parler, elle a besoin d'échanger, elle peut nous écrire à n'importe quelle heure de la journée ou tous les jours de la semaine. Donc ça, c'est comme un avantage. De l'autre côté, je vous dirais, on n'est pas toutes fait pareil. Donc, certaines personnes sont plus à l'aise, à l'écrit. Elles vont prendre le temps de penser à ce qu'elles ont à écrire. Elles vont prendre le temps de se relire également pour nous envoyer ça. Quoique d'autres personnes vont juste comme y aller, laisser le flow sortir et s'exprimer, de façon spontanée. Et donc c'est vraiment un mode qui diffère. C'est une option qui est en plus, qui est complémentaire aux différents types d'interventions qu'on peut offrir. Et les usagères, elles regardent dans toutes les options qui sont offertes, c'est quoi les options qui leur conviennent le mieux. Il y a un petit côté asynchrone, dans les communications. C'est pas tu vas pas avoir une réponse dans les 5 minutes, à moins que je sois connecté. Donc, parfois, on peut mener une conversation sur plusieurs jours.
il n'y a pas le côté, non verbal qu'on peut échanger avec les participants, les participantes. Donc, on peut pas voir leur posture. Eux autres non plus ne peuvent pas voir comment on s'exprime, le ton de la voix, des choses comme ça. Et je pense que c'est les principales faiblesses que je pourrais souligner dans l'intervention web. Et il y a aussi tout ce qui est technologie. C'est sûr et certain que si quelqu'un nous écrit sur le site internet de Réseau, on va recevoir l'information par email ou quoi que ce soit. Mais sur d'autres plateformes et applications de rencontres, par exemple, je vous ai parlé de EasyGateChat tantôt, c'est anonyme comme plateforme. Donc, si la personne a un bug technologique ou si moi j'ai un bug technologique, je peux plus répondre à la personne. Les gens n'ont pas de profil, ni quoi que ce soit. Donc, là-dessus, je vous dirais, quand je suis connecté sur EasyGateChat, là, je dois avoir une grande vigilance. Je dois comme tout le temps checker pour être sûr que si quelqu'un m'écrit, je vais lui répondre instantanément. Parce que si peut-être j'attends 5 minutes ou quoi que ce soit, la personne se déconnecte, je pourrai jamais répondre à la personne. Maxime Miranda est coordonnatrice du développement pour les lignes spécialisées en dépendance, drogue, aide et référence et Jeux, aide et référence, qui offre des services de clavardage. Je l'ai interrogé sur les limites de l'intervention par clavardage. Il en est ressorti que ce type d'intervention requiert de développer de nouvelles habitudes de communication. On l'écoute. Je pense que les limites, c'est au niveau de l'anonymat. C'est vraiment au niveau de la modalité de la communication, du fait d'être en train d'écrire, qui, je pense, contribue aux limites. Donc, créer une alliance par écrit. Que déjà, en personne, ça peut être difficile de créer une alliance pour toutes sortes de raisons. Là, on perd tout plein de signaux communicationnels. Il nous reste que l'écriture. Donc, ça, à mon avis, c'est une limite qui n'est pas infranchissable, mais qui est là quand même, puis qu'il faut prendre en considération. On peut pas amener l'intervention à la même place aussi fluidement qu'on le ferait avec d'autres modalités. Puis il faut s'autoriser à accepter ça. C'est ça. Je pense qu'une limite, c'est le rythme aussi. Par exemple, quand on a une conversation avec quelqu'un, on va sentir justement comment la personne reçoit ce qu'on lui partage, comment elle est en train d'y réfléchir, puis qu'elle ne nous répond pas tout de suite, mais on l'entend presque réfléchir. T'sais. Par écrit, on n'a pas ce signal-là. Et donc, ça peut créer un déséquilibre dans la conversation parce que la personne est en train de nous répondre pendant qu'on est en train d'écrire quelque chose de complètement différent. Puis là, on envoie les deux le message en même temps. Mais c'est comme on a comme 2-3 conversations à l'intérieur d'une même conversation. Ça, c'est quelque chose qu'on a remarqué qui arrivait plus dans les débuts. Tu sais, on avait une nouvelle idée, on pensait à une nouvelle question, donc on l'écrivait, mais la personne était encore sur notre première question et vice-versa. Donc, ça a été vraiment de ralentir, de même si on a d'autres questions, d'attendre que la personne ait fini de nous répondre pour poser la suivante, pour vraiment s'assurer que c'est un après l'autre là, au niveau de la discussion. Autrement, ça crée vraiment du brouhaha. Puis là, on savait plus à quel message on était en train de répondre, puis ça fonctionnait pas. Est-ce qu'il y a des adaptations particulières à faire pour faciliter la communication par clavardage? En termes de stratégie, ça a été de travailler vraiment au niveau de comme des façons de communiquer notre empathie par écrit sans mettre des bonhommes, justement, des émoticônes et tout ça. Donc, par l'utilisation des mots, par l'utilisation de la ponctuation aussi, d'être prudent à comment, justement, de la ponctuation, ça peut être reçu. Des 3 petits points, ça paraît très stressant pour le lecteur. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a dû adapter parce que tout le monde percevait pas les 3 petits points de la même façon. Donc, dans le doute, on ne les utilise pas. On a fait attention, c'est ça, avec les petites phrases des « je comprends »,« je vois »,« je vous écoute », on n'écoute pas, mais le sentiment d'écouter se fait par écrit quand même. Donc, de transmettre cette émotion-là par écrit, c'est vraiment là où on a beaucoup mis notre énergie. Puis,
dans l'optique de faire de l'intervention aussi par clavardage. Je pense que pour plusieurs personnes, ça paraissait pas du tout naturel de faire ça. Puis on avait tendance à aller très to the point, comme on dirait en français, en anglais, mais d'aller directement droit au but, qui est la phrase que je cherchais. Donc, c'est ça, on avait comme réflexe, comme intervenant, d'aller droit au but, d'aller directement vers une référence, d'aller directement vers une offre d'information, par exemple, pour finalement se rendre compte qu'on peut faire de l'intervention par clavardage. On peut demander à la personne comment elle se sent, qu'est-ce qu'elle a envie de faire avec cette situation-là, qu'est-ce qui la préoccupe, qu'est-ce qu'elle a essayé par le passé. Toutes ces questions-là qu'on aborderait par téléphone, on se rendait compte, mais ça fonctionne très bien par clavardage aussi. Ça va être plus long. Ça, c'est une adaptation qu'on a dû faire, c'est que les clavardages sont plus longs, de manière générale, bien entendu. Là, c'est pas toujours le cas, mais parce que il faut permettre à la personne d'écrire son texte. Ensuite, il faut se donner le temps de le lire, de penser à notre réponse, d'écrire notre réponse. Donc, tous ces délais-là, ça crée des fois une difficulté au niveau du rythme du clavardage parce que pendant qu'on attend que la personne écrive, ben on attend. On n'a vraiment rien d'autre à faire que d'attendre. Peut-être à penser où est-ce qu'on aimerait diriger l'intervention, par exemple. Mais donc ça peut être difficile. Mais ça revient vraiment au fait de s'être donné le temps, de s'être permis des tentatives. Puis chaque intervenant dans l'équipe a développé sa couleur d'intervention par clavardage. Ils interviennent pas tous de la même façon, puis c'est la même chose au téléphone. Ils ont leur couleur d'intervenant, puis c'est parfait, c'est ce qu'on souhaite qu'ils développent. Donc, ça se retrouve aussi par clavardage. Il y a des intervenants qui sont beaucoup plus à l'aise avec la modalité, puis d'autres qui le sont moins. Puis c'est correct. Passons maintenant au forum de discussion. Mathieu Goyette nous décrit les avantages de ce mode d'intervention par les pairs. Les forums de discussion vont vraiment ajouter au niveau de l'espace communautaire. Donc, de l'espace où il peut y avoir de l'entraide, la mise en commun de personnes qui vivent ou qui se posent les mêmes questions par rapport à une problématique donnée, notamment la consommation. L'avantage des forums de discussion, c'est l'idée qu'on peut rejoindre des personnes géographiquement dispersées, aussi pas nécessairement sur le même mode de vie en général, et les mettre ensemble autour d'un même objet de discussion. L'autre avantage, c'est que ça permet à certaines personnes d'entrer en contact avec d'autres personnes qui ont des problèmes, mais qui n'iraient pas nécessairement vers des services en présence, où c'est plus stigmatisant. Où on s'expose visuellement, identitairement à d'autres personnes. Ces forums-là peuvent aussi dynamiser le tout parce que on peut aller vers des modes d'entraide qui sont moins collés sur celui des groupes de paraidance traditionnels comme les AANA, mais qui correspondent mieux aux valeurs de certaines personnes qui souhaitent effectuer un changement au niveau de la consommation de substances. Donc, globalement, mettre des personnes ensemble, diminuer les stigmas qu'ils pourraient avoir à entrer en relation avec d'autres personnes qui ont la même problématique et les amener à s'entraider, donc à eux-mêmes identifier des pistes qui pourraient s'appliquer à eux et à en donner aussi, ce qui est important aussi parce que nos personnes qui veulent changer, qui vivent des difficultés, souhaitent aussi dans leur démarche contribuer au bien-être des autres autour d'eux et c'est une façon de se réaliser dans certains cas et c'est une façon légitime qui a une valeur en soi. Mathieu, qui travaille pour l'Association québécoise pour la promotion de la santé des personnes utilisatrices de drogue, l'AQP Sud, nous partage son expérience avec un forum de discussion. Voici son témoignage. Puis il y a aussi un groupe qui est pas lié à l'AQP Sud. C'est en fait une page Facebook qui s'appelle Opioid and Us, qui a été fondé par Jean-François Larocque, qui est un ancien consommateur. Puis justement, là, j'ai reçu le dernier message que j'ai vu d'eux autres, ils arrivaient à quelque chose comme 966 membres. Fait que là, ils voulaient atteindre le 1000 pour leur 3e anniversaire. Puis ça, c'est vraiment un groupe où les gens s'échangent, ils échangent sur ce qu'ils vivent. Tu sais, c'est pas...
C'est pas un groupe où tu vas pour dire hey, est-ce que quelqu'un a une bonne blog, tu sais, ou un bon numéro à me fournir, genre de truc qui serait comme finalement de la vente où ça deviendrait illégal. Mais ça va être un groupe d'entraide où, tu sais, si par exemple quelqu'un était sur la méthadone puis veut passer au Cadian, ben tu sais, il va demander des conseils à d'autres personnes, puis les gens qui ont déjà vécu ces expériences-là, ben ils répondent ou donnent des conseils ou tu sais, moi ça s'est passé comme ci ou comme ça ou si les gens ont des fois ont besoin de ventiler, je sais pas moi, leur chien ou leur chat vient de mourir puis ils ont une grosse envie de conso, qui ont peur d'une rechute, ben c'est un genre de groupe d'entraide, tu sais, un peu comme les fraternités AANA, mais il y a pas l'aspect la philosophie là, dite du Minnesota où c'est l'abstinence là, puis c'est un peu dans le jugement là, fait que c'est vraiment comme un groupe d'entraide en disant comme ben moi ça m'est déjà arrivé cette situation là, j'ai fait tel truc, c'est ça, c'est des conseils pour consommer de façon plus sécuritaire ou, tu sais, savoir, tu sais, quand il y a des batches plus dangereuses qui circulent en ville, ben les gens, tu sais, vont passer un message pour dire, bon, ben faites attention, particulièrement ces jours-ci. Donc, ben c'est ça, c'est vraiment quand même aidant parce que des fois, tu sais, tu te sens comme tout seul ou isolé ou, tu sais, t'es chez vous, t'es déprimé, t'as juste ça en tête, puis le fait d'avoir comme tout le monde, tu sais, puis les gens ils répondent souvent vite, fait que tu sais d'avoir comme des réponses, soit des questions que tu te poses parce que c'est une situation que tu n'as jamais vécue ou t'es pas sûr de ton affaire, ben bon, de savoir qu'il y a comme une communauté. Puis comme je disais, ils sont rendus à presque 1000 membres, fait que c'est quand même intéressant. C'est essentiellement des gens soit qui sont en consommation active ou qui l'ont déjà été et qui ne le sont plus, mais qui restent quand même préoccupés par ces questions-là. Mais je sais qu'il y a aussi des intervenants communautaires un peu là-dessus, des gens qui s'intéressent à ce milieu et à ce domaine-là. Là. Mais c'est essentiellement un groupe de gens, c'est ça, soit qui consomment ou qui ont consommé, là, plus que d'intervenants, là, parce que il y a une question aussi des fois d'anonymat, tu sais, si tu mets ton vrai nom sur ta page Facebook, ben là, c'est sûr que si tu parles, tu sais, sur Facebook, ta vie privée, ben, tu sais, ça reste, là, les écrits restent, puis c'est sûr que ça, des fois, ça peut être un enjeu, là, tu sais, parce que si 10 ans plus tard, tu veux faire une recherche pour un job, puis là, tu sais, l'employeur peut essayer de googler ton nom, puis ça... tu sais, sur Internet, tu sais jamais à quel point les choses peuvent ressortir, là, mais c'est quand même un groupe vraiment sympathique. On écoute à nouveau Myriam Foisy qui nous fait part de l'utilisation faite par ses usagers des forums de discussion et des précautions à prendre selon elle. J'ai certains patients-patientes qui sont peut-être, on peut dire, un peu plus fonctionnels au sens qu'ils ont accès à la technologie, qu'ils ont un logement, que certaines ont des études supérieures même. Puis, pour eux, l'utilisation de forums, c'est une façon souvent de gérer le stress, de vouloir reprendre le contrôle en diminuant la nouveauté, puis en allant lire des informations sur leur diagnostic ou sur les substances qu'ils consomment. Dans certains cas, ça a été super favorable parce que ça a permis aux personnes de réaliser en fait qu'ils sont pas seuls à vivre des difficultés. Ça leur a permis de lire des expériences qui sont similaires à la leur, puis de se relier. Puis dans d'autres cas, ça a été quasi destructeur parce que dans certains forums, les personnes utilisent la plateforme pour ventiler. Et donc, on n'est pas nécessairement en train de décrire le diagnostic pour ce qu'il est. Par exemple, il y a des troubles de la personnalité. Oui, ça peut impliquer des difficultés, mais ça implique aussi des forces. Puis c'est pas nécessairement ce qui se retrouvait sur les forums. Fait qu'il y en a certaines qui ont été découragées en allant lire les forums. Puis, veut pas, les forums, c'est ouvert à tous, puis il n'y a pas nécessairement de la supervision au niveau du contenu. Fait que parfois, ça créait des questionnements. Parfois, les informations étaient erronées, notamment en lien avec la médication, les symptômes, l'impact de certaines substances sur la maladie. Donc, cette mésinformation-là, dans le fond, elle nous rajoutait du travail en tant que thérapeute parce qu'il fallait rectifier. Ouais. Puis je pense que des fois, ça créait des peurs qui n'avaient pas lieu d'être. Puis
cette personne-là, il y en a déjà assez à gérer. Là, fait que, ouais, dans certains suivis, je proposais de juste pas les regarder à domicile, puis que si c'était quelque chose d'important, qu'on les regarde ensemble, comme ça on peut, au fur et à mesure, nuancer si c'est nécessaire. Comme nous l'avons entendu, les intervenants se sont appropriés les aspects particuliers du clavardage dans un contexte thérapeutique et ont fait preuve de créativité. Les forums de discussion, quant à eux, sont une alternative de plus pour les personnes qui reçoivent de l'aide en dépendance. Dans le prochain épisode, un autre mode d'intervention technologique sera abordé, les applications mobiles. Vous avez entendu dans cet épisode Mathieu Goyette, Madison, Myriam Foisy, Abenali, Mathieu de l'AQP Sud et Maxime Miranda. Ce dossier est créé avec le soutien du groupe de recherche Hermès et de l'Institut universitaire sur les dépendances. Oreille extérieure et conseillère de contenu, Laurence Darcy et Valérie Van Mouric. À la réalisation, aux entrevues, à l'écriture, à la recherche et à l'animation, Maude Leduc-Préfontaine. À la création musicale, à la réalisation sonore et au mixage, Sébastien D. Tremblay. La série est conceptualisée et produite par la compagnie Les Murmures de la Méduse. Merci pour votre écoute. À bientôt.